Donc, pour faire un point assez rapide, si vous ne nous connaissez pas encore, donc l'hôpital, on est au service des transformations du secteur de la santé et surtout des transformateurs, transformatrices, en tout cas des acteurs du changement de la santé. Et notre but, c'est de soutenir ces acteurs du changement et de décupler leur pouvoir d'innovation. Pour ça, on a plusieurs axes d'accompagnement. On peut outiller avec des accompagnements vraiment, on va dire, les mains dans le cambouis, via des missions de conseil, via des formations comme la formation Design Thinking Santé. On connecte aussi les acteurs ensemble avec des événements comme celui de ce midi, mais aussi des événements en présentiel et puis la communauté Slack dont vous faites normalement partie. Et puis, on a aussi cette volonté d'inspirer en relayant des témoignages de personnes inspirantes qui ont réussi à faire un peu bouger les lignes avec le podcast ou avec typiquement ces webinaires et des conférences. Donc, on a déjà travaillé avec beaucoup d'acteurs de santé différents, publics, privés, établissements, industriels. Donc, on a une vision très systémique en fait de la santé en France. Elle est très horizontale, un peu au contre-pied justement des silos qu'on reproche beaucoup à ce secteur. Comme je le disais, la dimension communautaire est importante pour nous avec nos événements, notre communauté Slack, le podcast. Et puis, notre outil clé, c'est le design thinking appliqué à la santé. Donc, François va pouvoir nous dire aussi un peu comment lui, il a pu l'appliquer dans ses projets. Donc, je disais design thinking, si je résume rapidement en trois grandes phases, on comprend d'abord le problème, et c'est le point le plus important de commencer par les vrais besoins terrain avant d'avoir une idée de solution. Donc, on évite l'idée dans la douche qu'on met en place tout de suite, mais on va plutôt d'abord comprendre le problème en allant à la rencontre des utilisateurs. Ensuite, on co-crée la solution avec de l'intelligence collective. Et ensuite, on prototype parce que ça permet de dérisquer le projet et de faire d'abord un brouillon avant d'investir toutes ces ressources pour le mettre en œuvre. Donc cette formation, nous, Design Thinking Santé, on la propose déjà depuis plusieurs années. C'est une formation qui est ouverte à tous les acteurs de santé et du médico-social qui veulent innover, avec un format hybride, puisqu'il y a, je disais, un peu de présentiel et beaucoup de choses qui se passent aussi à distance pour que ce soit justement facile à intégrer dans vos emplois du temps. Tournez vers des projets concrets, vous montez un projet pendant la formation et entre les sessions, vous mettez en pratique et qui s'appuie sur notre expertise et notre réseau et finançable puisqu'on est Calliope par les budgets de formation. Donc, je vais pas beaucoup plus m'attarder, mais vous pourrez bien sûr nous écrire si vous voulez plus de détails. On a deux journées en présentiel à Paris au début et à la fin. Donc là, les apprenants de cette session se sont rencontrés en janvier et on va se retrouver en juillet pour la clôture. Et tout ce qui se passe entre deux, c'est à distance. Donc il y a des modules théoriques que les gens regardent quand ils ont le temps, avec des vidéos vraiment en autonomie. Des sessions de coaching individuel avec moi où on passe une demi-heure à chaque fois à voir comment ça va, où on en est, quelles sont les difficultés et les webinaires collectifs comme celui qu'on est en train de faire, avec aussi un chat ouvert 24/24 et un petit livret de 40 pages qui permet de retrouver toutes les infos clés de la formation. Donc, ce qui est important, c'est que les candidatures de la troisième promo sont ouvertes actuellement pour un démarrage en septembre. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, eh bien, il faut le faire rapidement. Voilà, ça c'était pour l'intro. Donc, ce webinaire, il démarre tout de suite. Je vais donner la parole à François. François que j'ai rencontré il y a quand même un bon petit paquet d'années maintenant, avec comme point commun de venir d'un autre milieu que celui de la santé à la base, puisque moi de base je suis ingénieur et chimiste. François, lui, il est mathématicien à la base, mais on avait vraiment en commun l'envie de s'engager pour la santé et de faire bouger un petit peu les choses, de voir les choses un peu différemment, de proposer des innovations qui ont un impact et sans forcément être obsédé par la technologie et par l'innovation, voilà, au sens de l'IA et de toutes les choses qu'on peut mettre derrière ce mot, mais vraiment aussi de l'innovation qui peut être plus frugale. Donc parfois des petites choses, mais qui ont un gros impact. Et donc je laisse François prendre la main pour vous partager un petit peu son témoignage et quelques projets sur lesquels il a pu travailler. Et merci beaucoup François d'être avec nous ce midi. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Je vais partager l'écran en espérant que ça passe. Hop. Est-ce que vous voyez quoi comme écran? Vous voyez le On voit chrono? deux diapos. Ouais, alors c'est pas le bon. Euh, Sinon, je vais faire plutôt d'une autre façon. On va faire ça. Hop.
Ok. Et là? Là, c'est parfait. Super. Bon, bah écoutez, merci, merci Aude pour l'invitation et à l'hôpital. Donc effectivement, je vais vous parler un peu d'innovation frugale, mais mon sujet de fond, ça reste le sujet des facteurs humains en santé. Donc comme l'a dit Aude, je suis mathématicien de formation. Ça, c'est la fonction de zeta de Riemann qui passionne beaucoup de gens, mais on va pas en parler tout de suite. Je me suis reconverti en médecine il y a un peu plus de 15 ans. Je me suis pas mal intéressé à tout ce qui était biologie transcriptomique et analyse de l'expression génique. Et en fait, j'ai eu la chance de faire de la simulation et en particulier de participer à l'équipe de France de simulation en médecine d'urgence. Et on a gagné en 2016 au Portugal contre les États-Unis. Donc c'était un très bon souvenir. Et la simulation m'a permis en fait d'appréhender davantage les thèmes en lien avec les erreurs, avec la performance opérationnelle, avec le travail en équipe, un certain nombre de sujets dont je vais vous parler et qui du coup m'ont fait abandonner un peu les projets de recherche très scientifiques, enfin plutôt très techniques. Et donc voilà, donc je suis heureux, pauvre mais heureux, puisque tout ce que je faisais sur la biologie transcriptomique, c'était sur les virus pandémiques et c'était avant la pandémie. Voilà. Et dans ma spécialité, donc je suis anesthésiste réanimateur. Ça se voit parce que même si je suis avec les chirurgiens sur cette photo, en fait j'ai un calot où il y a écrit François anesthésiste. Et donc voilà, donc ça va être un des sujets d'aujourd'hui, ce petit calot. Et accessoirement, j'ai également aussi une activité de médecin héros et de recherche en milieu spatial, mais voilà, c'est pas le thème. Dans mes liens d'intérêt, donc j'ai fondé une association avec d'autres personnes qui s'appelle Facteurs Humains en Santé. C'est quasiment une société savante au sens où ça regroupe des gens experts du domaine des facteurs humains, donc des ergonomes, des sociologues, des soignants intéressés par l'activité de soins et l'analyse de l'activité pour la rendre plus performante. Et j'ai également développé avec d'autres personnes une plateforme de retour d'expérience qui est complètement gratuite et anonyme et une entreprise de formation que j'ai quittée aujourd'hui depuis un an et demi qui faisait du cinéma immersif. Donc c'était aussi un peu une forme d'innovation par rapport à la simulation. Et voilà, et tous les sujets un peu dont je vais vous parler sont en grande partie dans un ouvrage qui a été écrit avec une soixantaine de personnes, qui s'appelle Facteurs humains en santé et qui est édité chez John Libet. Voilà. Donc là, ce midi, Aude m'avait demandé de présenter un peu quelques idées. Donc je vais faire ça pendant un peu moins d'une demi-heure et puis après il y aura une discussion et voilà, si je dis pas de bêtises, Aude, n'hésite pas à intervenir. Mais donc voilà, l'idée c'est de vous présenter un peu le contexte, de vous parler un peu de certains sujets conceptuels, mais qui sont importants je pense pour aborder plus généralement le thème de fond, qu'est l'innovation, et de vous donner des idées, des exemples concrets. Donc je vais être vraiment très concret. Alors peut-être juste le contexte. Déjà, moi, pour vous dire que quand je me suis reconverti en médecine, j'ai été en faculté de médecine et en fait, on m'a formé pour travailler dans l'endroit qui ressemble à la photo que vous avez en haut. Alors, je ne vais même pas faire de commentaires sur la sociologie de cette photo et la répartition du genre, mais vous dire que voilà, moi, j'étais prédestiné à être le bonhomme en noir à côté de la mère supérieure également, qui aujourd'hui correspond à une 4 sup avec plein d'infirmières. Et ça, c'est plus pour dire qu'en gros, jusqu'à il y a 50 ans, un patient, il allait être pris en charge par deux personnes. Il allait être pris en charge par le chirurgien et par l'infirmière qui allait s'occuper du patient en post-op. Et quand on regarde, je sais pas, un film avec Depardieu qui s'appelle Sept morts sur ordonnance, qui est un film qui reprend l'activité de soins dans les années 70, bah, on était un peu dans cette ambiance-là. Donc ça, c'est pour dire que ça a existé jusqu'à il n'y a pas si longtemps et que nos études, elles sont encore un peu archaïques, mais basées sur ce modèle-là. En bas, vous avez le terminal 1 à Charles de Gaulle. Et pareil, c'était un nouveau terminal. Seulement, le problème, c'est que à la fois en aéro, mais aussi en médecine et dans plein d'autres domaines, il y a eu une intensification du travail et aussi une complexification. Alors, l'intensification, vous la voyez tout simplement sur l'architecture qui a complètement changé parce qu'en fait, on est maintenant sur des aéroports où on construit des bâtiments qui s'enchaînent parce que c'est beaucoup plus simple pour intensifier. Et sur la complexification, vous avez ici un logigramme qui est celui présenté en commission CME à la PHP en 2012, donc c'est, vous voyez, assez vieux. Et ça représente juste la gestion administrative du patient, donc c'est même pas, c'est juste un tout petit bout du système.
L'intensification en santé, on l'a aussi parce qu'il y a tout simplement une demande de soins qui ne fait que monter. Il faut savoir que en 2050, on sera 2 milliards sur la planète à avoir plus de 60 ans, que les gens qui ont plus de 60 ans, globalement, ils ont des maladies cardiovasculaires, ils ont potentiellement des cancers, ils ont potentiellement des démences, et donc ils ont globalement une charge de soins qui est plus élevée, et donc voilà, donc on a ça. Euh, on a également, sur le plan chirurgical, et là c'est documenté depuis 2016 en tout cas, on voit 2014, 2015, les chiffres de l'adresse, ça ne fait que monter. L'intensification, elle est aussi liée à la concentration de l'offre de soins par le phénomène de désertification, dont on entend pas mal parler en ce moment, mais qui est un phénomène qui concerne pas mal de pays en plus de la France. On a une technicité qui se développe, puisqu'on a des malades qui n'existaient pas non plus il y a 50 ans. Là, vous avez un patient qui est, entre guillemets, équipé pour être élytroyé, donc il va être transporté dans un hélicoptère. Et c'est un patient qui est endormi, qui a une assistance respiratoire, une assistance cardiaque. On voit des tuyaux rouges qui sont en fait ce qu'on appelle l'ECMO, donc c'est en fait un cœur artificiel qui fait qui pompe à la place du cœur du patient qui doit plus fonctionner très bien. Et donc ça, voilà, c'est des malades qu'on a aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Et à droite, vous avez le cockpit de l'A350, donc c'est le full glass ce qu'on appelle un full glass cockpit. Donc c'est en fait beaucoup d'écrans, moins de boutons et surtout des displays qui présentent l'information autrement. Donc on a notamment au niveau des vitres, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un truc qui ressemble à une loupe. Il y a deux loupes à gauche et à droite de l'écran de la photo. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle un upper head display dans lequel on va avoir beaucoup d'informations qui vont être présentées aux pilotes qui regardent la piste et en même temps qui regardent leur tableau de bord. Pour certains qui ont une voiture récente, on peut avoir ça aussi aujourd'hui. Euh, on a également un phénomène supplémentaire qui change, c'est le support de l'information. Là, vous avez une photo à gauche de la frise temporelle de Socrate. Donc Socrate, c'était la parole vivante. Et donc, bien sûr, on pouvait faire de la gravure sur pierre, mais vu le coup, on gravait pas n'importe quoi dans la pierre. Donc, éventuellement, on gravait les 10 commandements et on faisait pas beaucoup plus. On gravait l'étape de la loi, mais voilà. Gutenberg crée l'imprimerie, ce qui va du coup permettre de diffuser le savoir et de mettre du savoir un peu plus, augmenter le maillage du savoir. Et puis aujourd'hui, en fait, on a un savoir numérique. Donc, en fait, vous l'avez en même temps que je vous parle sur votre téléphone portable sans vous lever. Et vous avez accès à toute l'information numérisée. Donc, ce qui est extraordinaire. Mais ça fait que du coup, il y a beaucoup plus de gens qui font de la science. Et c'est une très bonne chose. Mais ça fait aussi qu'il y a plus de gens qui manipulent l'information. Donc, ce support va créer de l'instabilité à la fois sur, bien sûr, des fake news. Ça fait partie du sujet mais aussi sur le fait que la science produit énormément de connaissances dans des domaines qui évoluent vite, comme la santé, comme le logiciel, comme l'informatique. Et donc on a des demi-vies qui sont courtes et pour lesquelles on a en permanence une nécessité d'être à jour. Voilà. Donc la moitié de mes connaissances en termes de recommandations médicamenteuses, par exemple, seront périmées dans 5 ans, et ce qui implique d'être maintenu en termes d'information. J'ai parlé des fake news. On est dans une époque pandémique, tout est ouvert aujourd'hui, et en plus on a une mésinformation ou une désinformation, et on l'avait déjà constaté pendant la pandémie avec un certain nombre de discours stupides du type boire de l'eau de Javel pour se désinfecter. Voilà. Donc ça c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On a un besoin de fiabilité. On est dans un monde complexe qui évolue très rapidement. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on ne va pas avoir le temps, mais on pourra en rediscuter dans la discussion éventuellement. Et on a en plus un besoin qui est d'associer à tout ça du bien-être au travail, puisque quand on regarde les dernières enquêtes, on voit que le travail, la part du travail en termes de temps, de plaisir diminue. On voit, si on regarde l'enquête IFOP, par exemple, que 4 salariés sur 10 sont prêts, sont peu ou pas engagés dans leur travail, que l'absentéisme est augmenté, que les gens sont prêts à faire des arrêts de travail quand ils sont pas malades, et qu'il y a des gens pas investis dans le travail. Donc c'est pas du tout que un phénomène de génération X, Y, Z, c'est aussi un phénomène social aujourd'hui. Et donc c'est ça l'enjeu, c'est ça le contexte. Donc voilà, c'est peut-être un peu anxiogène, mais c'est pour dire, on a quand même du travail, et c'est ça qui est incroyable aussi, c'est qu'on est dans une époque extraordinaire.
Alors l'erreur, pour moi, ça a été un point de départ pour améliorer la sécurité et la fiabilité. Ce que je veux vous dire, c'est que ça arrive à tout le monde, ça arrive à des gens très intelligents, ça arrive à des gens qui sont très performants au quotidien, qui s'entraînent toute l'année. Là, vous avez la patrouille de France. Le 14 juillet, c'est quand même le jour le plus important pour la patrouille de France. Et ils diffusent du rouge là où il faudrait mettre du bleu. Les mécanismes pour se tromper sont multiples. Vous avez en particulier tout le phénomène des biais cognitifs et des biais de perception qui peuvent entrer en compte. Là, une personne qui arrose une plante pendant 2 ans avant de réaliser qu'elle est en plastique. Il y a des barrières de sécurité pour éviter les erreurs. On a tous peut-être effacé 4 heures de travail sur un document Word en cliquant en haut à droite sur la croix rouge. Et donc, ils ont créé ces pop-up où on vous propose d'enregistrer. Et peut-être comme moi, vous avez aussi cliqué sur non, pas enregistrer. Et donc, malgré ce pop-up, vous avez perdu du temps. Et donc, ils ont mis du bleu sur le mot enregistré. Donc, ils ont augmenté la hauteur de la barrière de sécurité. Donc, ça, c'est des sujets. Les procédures, ça protège. L'aéronautique est probablement l'industrie qui a le plus de procédures. Mais ça protège pas totalement. Et la preuve, l'aéronautique est aussi en capacité de faire des erreurs, notamment de destination. Et nous, en santé, le sujet de l'erreur est un peu problématique parce que c'est la vie des gens. Et que quand on commande une pizza et qu'on revient avec des pâtes, bah, c'est pas très grave, on va perdre un peu de temps ou au pire jeter un plat à la poubelle ou manger quelque chose et frustrer le client. Mais quand on est en santé, bah, se tromper de côté, se tromper de médicaments, ça peut avoir des conséquences assez graves. Et ça, il semblerait que ce soit une des premières causes de décès aujourd'hui dans les pays industrialisés. En 99, vous avez To Air is Human, qui est un rapport de l'Académie de médecine qui fait état entre 60 000 et 100 000 personnes qui décéderaient de manière évitable par an. Et ce qui est très intéressant dans ce rapport, alors les chiffres sont à rediscuter, on pourra en reparler, c'est qu'en fait le sujet c'est pas le professionnel, c'est le système qui y a autour. Alors si on regarde d'un point de vue professionnel tout court, une erreur c'est quoi? C'est un delta, donc c'est un écart entre un résultat et une attente, et qui est involontaire. Donc c'est vraiment, pour vous donner un exemple, là ce soir c'est veille de jour férié, j'invite des amis à la maison. Je suis nul en pâtisserie, donc je fais en général moi des kouign-amann parce que c'est une pâtisserie extrêmement simple pour laquelle il faut de la farine, du sucre et du beurre. Et donc je vais m'atteler à la tâche ce soir et à 19h50, en commençant à préparer mon kouign-amann, je vais découvrir, je vais détecter qu'il me manque du beurre. Donc là j'ai un problème, je le diagnostique et j'ai plusieurs stratégies de récupération. Donc bon, je peux aller sonner chez ma voisine, je peux retourner faire les courses. J'habite à Paris, il faut savoir que à 20h, les courses dans un Monoprix, il y a 10 minutes de queue, donc clairement, c'est une affaire qui va me coûter 20 minutes avec un risque que mes invités soient à la porte. Donc, autre possibilité aussi de récupération, c'est de mettre de l'huile d'olive dans ma recette. Là, c'est plus un kouign-amann, ça s'appelle une fougasse. Bon, bah, vous me direz, si mes invités sont des vrais amis, ils diront que mon kouign-amann est pourri, mais pas bon. Mais voilà, le vrai sujet, c'est pas tant que le kouign-amann est raté, parce que par chance, il me restait un morceau de beurre et je vais le réussir, mon kouign-amann. Le vrai sujet, c'est que quand j'ai fait mes courses, en fait, tout mon contexte de travail n'était pas du tout optimisé. Et c'est là où on est vraiment dans un sujet de système. C'est qu'en fait, j'ai pas été dans mon activité de course fiable parce que j'ai pas été formé à être fiable. J'ai pas un monoprix qui m'aide à être fiable. Et en fait, j'étais tout seul, j'avais pas de liste de courses. Au moment de passer en caisse, j'étais au téléphone, concentré sur autre chose. Donc, en fait, j'étais pas en train de faire un briefing avec moi-même sur une étape qui est irréversible, parce qu'une fois que j'ai passé le paiement, refaire 10 minutes de queue, c'est problématique. Combien de fois on a été tous chercher un produit alors qu'on est déjà en caisse dans les rayons? Bah, je pense que ça arrivait à tout le monde. Donc voilà, c'est ça le sujet, c'est vraiment travailler sur le contexte de travail. Et donc, c'est pour ça que le sujet, c'est pas l'erreur, c'est comment rendre le système fiable. Alors, on va arriver à l'innovation. Quand on regarde les grandes stratégies pour améliorer la performance d'un système, et en l'occurrence pour la santé et le taux de mortalité, vous avez globalement des progrès qui sont d'ordre technique et qui peuvent être des innovations pures, hein, du type, voilà, le robot chirurgical, c'est une innovation. Euh, les CAR T-cells, les immunothérapies, tout ça, c'est des innovations. Vous avez d'autres types d'innovations qui sont plutôt de l'ordre de la standardisation. Donc, c'est le fait de tout simplement introduire du process.
d'évaluer justement aussi ce qu'on va mettre comme process. Et globalement, c'est ce qui fait aujourd'hui que vous soyez opéré à Bastia ou à New York ou à Paris, vous allez avoir globalement les mêmes grandes étapes pour être opéré, de la même façon que c'est les mêmes grandes étapes quand vous prenez l'avion, quel que soit l'aéroport, quelle que soit la destination. Vous arrivez, vous déposez votre bagage, vous enregistrez vos bagages, vous allez ensuite à la douane, vous avez le boarding pass, etc., etc. Tout le sujet qui nous concerne maintenant, c'est les organisations de haute fiabilité en santé. Et c'est ce qui concerne d'ailleurs la plupart des grosses industries qui ont déjà bien avancé dans les sujets techniques et de standardisation. Euh, alors en santé, c'est vrai que les trois vagues sont concurrentes, on a les trois en même temps. Je dirais que la standardisation sur la chirurgie, par exemple, ça a eu lieu depuis 10 ans. On a les procédures de réhabilitation accélérée après chirurgie. On a les checklists qui ont 10 ans maintenant, 10-15 ans. Donc voilà, ça arrive. Mais pour d'autres industries, c'est plus ancien. Par contre, le focus sur les acteurs de première ligne, l'attention portée sur comment le travailleur fait son travail, ça, c'est vraiment les approches modernes et qui sont menées dans des environnements de travail type sous-marin, type porte-avions, type centrale nucléaire. Et là, il y a un vrai besoin aussi à l'hôpital d'avoir un soutien de la gouvernance pour justement travailler sur la culture du travail en équipe et sur la coordination des soins. Et ça, c'est un peu la démarche facteur humain. Alors, facteur humain, c'est quoi? C'est pas des mots qui parlent beaucoup en français parce que c'est une traduction littérale de Human Factor Engineering, donc c'est mot à mot ingénierie facteur humain. Si vous allez chez Safran ou Airbus, c'est un département. Il y a une porte et en haut de laquelle il y a écrit ingénierie facteur humain. Et cette ingénierie, c'est quoi? C'est tout simplement un département dans lequel ils étudient le fonctionnement humain et organisationnel. Et cette étude, elle peut être faite par des gens qui viennent de différentes spécialités. Vous pouvez avoir des sociologues qui étudient justement la composition du groupe, du collectif de travail, à la fois sur des sujets de genre, sur des sujets d'âge, sur des sujets d'origine ethnique, sur des sujets de culture linguistique. Vous avez des environnements de travail où on parle plusieurs langues et qui peuvent générer du risque. Vous avez des physiologistes. C'est essentiellement l'approche historique. C'est des médecins qui s'intéressent à la performance, par exemple après de nombreuses heures de travail. Comment des pilotes peuvent-ils être performants à l'atterrissage après avoir piloté pendant 5 heures, 6 heures, 10 heures? L'arrivée à Sydney, ça fait déjà 10 heures qu'ils sont en train de travailler. L'atterrissage, c'est critique. Comment ils vont être performants à ce moment-là? On a le design, on a l'expérience utilisateur, on a la psychologie ergonomique qui est probablement l'approche la plus développée aujourd'hui et qui regroupe justement ces fameux ergonomes qui sont des gens qui s'intéressent à l'activité et au travailleur. L'ergonomie, en anglais, c'est interchangeable avec facteur humain, donc voilà. En français, c'est un peu différent. Donc, je vous propose là la définition de l'International Ergonomic Association. C'est une discipline scientifique, j'ai mis en gras les mots importants, pluridisciplinaire, donc qui s'intéresse aux interactions entre les humains et les autres éléments du système. Donc, ça peut être d'autres humains. Et cette étude, elle va avoir comme objectif d'optimiser le bien-être humain et la performance globale du système. C'est vraiment indissociable. Si vous êtes juste sur la performance globale, sans le bien-être humain, vous pouvez avoir des aptitudes et des approches rationnelles, purement fordistes ou tayloristes. Et le problème, c'est que vous faites potentiellement des choses qui vont faire perdre le sens aux gens qui ont des métiers à vocation, et donc ils vont démissionner, et vous vous retrouvez avec un système où il n'y a plus d'humains, plus d'opérateurs, et donc la performance chute. Donc c'est vraiment indissociable. D'un point de vue philosophique et je dirais l'enjeu, s'il fallait résumer très simplement, pour moi aujourd'hui à l'hôpital, ce qui nous manque, c'est de développer des approches qui rendent impossible ce qui est dangereux et qui rendent facile ce qui doit marcher ou ce qui marche. Alors je vais vous donner des exemples très concrets et là maintenant on va rentrer dans le dur avec des choses tout à fait concrètes. Donc là c'est des retours d'expérience. C'est des chirurgiens pédiatres par exemple qui m'ont partagé ces expériences. Donc un chirurgien qui opère le mauvais patient parce que le brancardage a été mauvais, enfin il y a eu une erreur de brancardage. Vous avez par exemple quelqu'un qui se rend compte que ça fait 10 ans que l'ampli, donc au bloc opératoire, on utilise des amplis pour voir si les os sont bien positionnés, si les vis sont bien rentrées au bon endroit. Et en fait, ils se rendent compte que
l'ampli était réglé en mode continu au lieu de régler en mode pulsé. Et donc, en fait, les patients ont eu des surdosages en rayons X pendant 10 ans. Vous avez un logiciel de prescription où le chirurgien pédiatre va faire une erreur sur la parentérale chez un patient qui a eu une péritonite. Et en fait, il va y avoir un trouble ionique parce que la parentérale est mal réglée. Et donc, il y aura potentiellement, enfin, il y a une erreur médicamenteuse. Vous avez des sujets d'interaction avec des interfaces. Donc là, c'est un autre exemple intéressant. Vous êtes dans un bloc opératoire électrique, césarienne code rouge, donc appel à l'aide. Et bon, bah là, vous avez un bouton qui ressemble à l'appel à l'aide. Pas de bol, c'est la coupure d'électricité. Donc c'est le bouton qui permet de couper l'électricité. Et donc le bloc est fermé parce que les portes sont électriques. Et donc vous avez appelé à l'aide, mais les gens ne peuvent pas venir. Donc là, inutile de vous dire le stress ultime. Voilà, donc c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui à l'hôpital, c'est que on a un certain nombre d'outils qui n'ont pas été du tout travaillés sur le plan du design, et donc on a des barrières là comme celles que vous voyez sur la photo, mais qui sont pas du tout pensées pour les gens qui travaillent sur le terrain. Et donc les gens sur le terrain se retrouvent à faire ce qu'on appelle de la déviance normalisée, et donc c'est-à-dire qu'ils passent de façon non normale sur le côté. Et c'est ça l'utilisation finalement au final des contraintes qui sont parfois imposées loin du terrain. Et donc, on a ce qu'on appelle une déviance normalisée, c'est-à-dire que les gens finissent par faire des choses anormales et ça devient normal de faire des choses anormales. Et plus personne n'interroge en fait finalement l'activité. Alors, un petit mot sur l'innovation, parce qu'aujourd'hui, on a pas mal d'hôpitaux, de GHT, de CHU qui développent des départements innovation. Et le gros risque, même si ça draine plein de financements possibles, le gros risque de l'innovation, c'est déjà d'avoir une innovation qui n'est pas consumer-driven. Là, c'est le start-upper qui vous parle, ou l'entrepreneur. Si vous avez une innovation qui est juste techno-driven, c'est-à-dire c'est super, voilà, c'est le geek qui s'est amusé à faire une techno, mais qui répond à aucun besoin de consommateur, et bah, vous allez faire en fait une nouvelle techno de plus qui va coûter cher, qui fera bien sur votre papier, mais personne ne l'utilisera. Et en plus, ça risque potentiellement de désorganiser les activités, les organisations. Bien sûr, il y a l'effet waouh associé, hein, bah voilà, vous étiez à Santé Expo, vous avez probablement vu des choses comme ça, avec des coups de com'. Et puis, bon, en plus, vous avez obtenu des financements, donc c'est super. Et ça, pour un certain nombre de directeurs d'hôpitaux, pour un certain nombre d'administrateurs, malheureusement, ça fait aussi partie de leur CV. S'ils veulent muter 4 ans après leur premier poste dans un poste plus prestigieux, il faut qu'ils montrent qu'ils ont défendu des projets. Et parfois, ces projets-là bah, ne répondent pas à une vraie problématique, c'est plutôt des problématiques, c'est plutôt des effets waouh. Donc ça, il faut faire vraiment attention. Si vous êtes dans cette approche-là, que vous êtes dans une posture de direction ou d'administration, bah, de ne pas tomber là-dedans parce qu'en fait, vous allez faire plus de mal que de bien. Et in fine, ça finira aussi par se voir. Donc ça, c'est important. L'autre sujet aussi, c'est d'être dans un discours d'innovation permanente. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une innovation, c'est quelque chose qui déstabilise les activités parce que c'est du changement. Et que ça peut épuiser aussi les gens qui passent du temps à s'adapter à ces changements. Et ensuite, il peut y avoir, comme je vous l'ai dit, des innovations qui sont complètement inadaptées parce que les gens qui font l'innovation ne sont pas sur le terrain et ne travaillent pas avec des gens sur le terrain. Donc c'est ça qui est très important, c'est d'avoir, de la même façon qu'une décision ou autre chose, c'est de consulter ceux qui savent et de consulter aussi ceux qui vont être impactés par l'innovation. Voilà, donc ça, c'est vraiment une posture sur laquelle il faut travailler. Je pense que Aude vous en a probablement déjà parlé, et l'exemple classique, c'est Doug Tix qui a travaillé sur un exemple d'innovation frugale avec les IRM, donc ou les scanners. Donc là, on est sur un scanner standard. Le problème, c'est qu'en pédiatrie, c'était très compliqué, donc il a complètement relooké le scanner pour en faire une expérience patient beaucoup plus confortable et du coup, améliorer la performance aussi des images, puisque les enfants bougent moins, ils sont plus sereins. Et donc là, on est sur typiquement une innovation low cost, avec de l'impression sur les murs, qui crée toute une vision, une expérience du soin, et qui marche. Donc en pédiatrie, il y a énormément d'innovations. Les Et puis, c'est pédiatres mon sont... exemple préféré, François. Ouais. Non, mais je sais, c'est l'exemple de l'hôpital.
Voilà. Je vous mets juste, je t'interromps une seconde pour dire que je vous mets dans le chat la conférence TEDx de Doug Dietz qui justement a travaillé sur cette IRM bateau pirate. Comme ça, si vous avez envie de creuser, vous aurez aussi le témoignage complet. Mais effectivement, c'est un de mes exemples préférés. Alors, l'innovation frugale, dans frugal, on a le mot un peu de frugalité, donc c'est quelque chose en lien avec un peu l'appétit. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est. Le terme est un peu récent, mais en fait, c'est assez ancien. Euh, sur le plan scientifique, ça vient de ce qu'on appelle l'effectuation, donc c'est vraiment une logique entrepreneuriale. Et l'idée, c'est de démarrer avec ce qu'on a sous la main. Et là, en l'occurrence, Dictook, il a commencé avec le scanner, c'est ce qu'il avait sous la main. Et l'idée, c'est de développer et d'itérer. Donc, c'est vraiment une démarche un peu agile. Au début, voilà, on commence petit, puis petit à petit, ça commence à prendre à avoir plus d'interactions. Et en général, il y a un peu ces phases d'adoption. Euh, et donc voilà, donc ça, c'est vraiment la démarche. C'est aussi un sujet d'affordance. Donc, affordance, c'est tout simplement l'idée que des outils vont être détournés de leur usage initial. Donc là, vous avez une porte qui est bloquée avec une pochette. Et c'est une porte qui, malheureusement, dans l'environnement de travail, a été conçue pour se fermer. Mais sauf que les gens qui passent là n'ont pas envie que cette porte soit fermée. Et donc, ils ont utilisé l'objet pour bloquer la porte. Parce qu'il doit y avoir en plus, je pense, un sujet d'aimant. Je crois que c'est une photo, je sais d'où elle vient. Et c'est une porte qui embête tout le monde. Donc, voilà, bon, ça, c'est un exemple. Euh, donc, c'est vraiment une innovation qui est en lien avec de l'adaptation, avec de de la résilience, et c'est vraiment ce sujet d'ajustement. Alors, c'est des choses qui viennent d'Inde en termes de réflexion, en termes de sujets, donc c'est tout ce qu'on appelle la pensée jugade. C'est l'idée d'utiliser un tronc d'arbre comme un banc, c'est voilà, l'idée d'avoir un état d'esprit flexible et d'utiliser ce qui est à disposition. Euh, et en fait, voilà, de faire avec ce qu'on a sous la main. Alors, il y a plein d'exemples concrets que je ne vais pas forcément mettre dans l'innovation frugale, mais qui sont pour moi associés, c'est-à-dire que c'est aussi, j'ai pas évoqué, mais des innovations low cost. Un des exemples concrets qui est très ancien en réalité par rapport à tout ce que je vous raconte, c'est euh, le sujet de la checklist. Donc ça, c'est un crash aérien où les pilotes sont entrés dans l'avion, ils ont démarré, c'était une démo devant l'état-major américain, ils étaient un peu stressés, ils sont entrés, paf, ils ont allumé, ils ont foncé tête baissée, malheureusement ils se sont crashés, et en fait l'enquête de l'accident montre que l'avion est trop compliqué pour être piloté spontanément, et en gros, il faut une checklist pour démarrer l'avion parce que on peut oublier des choses. Là en l'occurrence, ils avaient piloté l'avion avec le frein à main pour faire simple, bloqué, et donc du coup c'était pas gouvernable. Ce qui est intéressant, c'est que cette checklist, c'est un outil de papier, donc ça coûte pas très cher et ça structure le travail. Donc pour moi, c'est un peu une forme d'innovation cognitive structurante. Donc là, on voit que c'est une checklist aujourd'hui plastifiée, elle n'a pas changé. Ça, c'est ma main gauche, donc c'est beaucoup plus récent et ça existe donc toujours. Ça a été développé en santé plus tardivement. Il y a eu Peter Pronovost qui a travaillé sur le sujet de la réanimation pédiatrique pour justement travailler lutter contre les infections nosocomiales avec ce thème des checklists. Ça a inspiré tout un groupe de travail sur la checklist du bloc opératoire de l'OMS. Et voilà, en fait, on peut tout très bien adapter l'outil et l'utiliser par exemple en réanimation pour mettre des gens sur le ventre. Donc ça, c'est une checklist qui a été développée pendant la pandémie parce que c'était une activité faite régulièrement pour laquelle il y avait des oublis. Et donc on mettait les gens sur le ventre, mais paf, on arrachait un cathéter, le lit était pas bien fixé, le patient tombait. Donc, il y avait du risque. Et l'idée, c'était d'adapter l'outil. Donc, il y a plein de checklists qui peuvent être développées. J'en ai moi-même pour mes réunions. J'en ai créé pour les transmissions. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que même là, on peut commencer ensuite à redévelopper une réflexion design. Et quand on voit, par exemple, la Société française d'anesthésie et réanimation, les checklists qu'elle réalise, on voit que elle a probablement pas intégré le fonctionnement humain de la lecture. Comment on lit? Parce qu'on voit ici une checklist avec plusieurs colonnes, alors qui part d'en haut et d'en bas. Je ne vais pas vous la décrire dans le détail, mais on voit que c'est une checklist qui est un peu complexe. Si on regarde, par exemple, Stanford, toujours la même checklist d'urgence qui est l'arrêt cardiaque au bloc.
eux, donc ça c'est une version traduite en français, mais c'est la checklist de Stanford, on voit que eux, bah, ils ont choisi de la présenter autrement. Et puis si on regarde Harvard, là encore, c'est encore autre chose. Beaucoup moins de lecture. Elle est coupée en deux parce qu'en fait, bon, c'est aussi un livret avec la partie de droite sur l'autre partie. Donc, vous voyez, c'est très différent. Le sujet du design, il est partout. Hier, j'étais dans un hôtel. J'étais chambre 213, enfin 2021, 2113. Évidemment, je suis allé du mauvais côté. Ça, c'est des gens qui ont été trop créatifs. Là, vous avez ici la signalétique de toilettes publiques, avec à gauche les toilettes hommes, parce que c'est la forme du jet urinaire de l'homme, et à droite, la forme du jet urinaire de la femme. Donc c'est trop créatif, on ne comprend pas. Là, clairement, ils sont allés trop loin dans la réflexion. Euh, Si on regarde d'autres exemples, là, c'est plus du design organisation d'équipe. Il y a une répartition des rôles. On est sur l'aéronautique ici avec un pilote et un copilote qui se contrôlent. Donc pilote monitoring, c'est celui qui contrôle, celui qui pilote fly, donc qui pilote. Je rentre pas dans les détails, mais il y a vraiment, c'est extrêmement standardisé. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est quand on est tout seul, parce que c'est ce qui se passe, par exemple, dans les trains japonais. Dans les trains japonais, ils font ce qu'on appelle le pointing and calling. Donc, en fait, il est lui-même le pilote qui conduit le train, mais aussi lui-même le pilote qui se monitore. Donc, lui, euh, il se monitore avec ce qu'on appelle le pointing and calling. Il va dire à haute voix ce qu'il voit et il va vérifier ce qu'il doit faire au bon endroit. En l'occurrence, là, sur ce trajet, il doit être à telle vitesse. Donc ça, c'est un truc qu'on peut tout à fait adapter pour la santé. Et par exemple, une infirmière qui me montre cette ampoule, je vais lui dire kétoprophène 100 mg 4 ml. Et vous allez me dire, mais pourquoi? Eh ben parce qu'en fait, on n'a absolument pas intégré le design, nous, dans la santé, avec notamment des médicaments qui se ressemblent terriblement et qui sont très différents. Et comme on sait, la lecture, c'est un peu comme voulez-vous enregistrer, c'est pas du tout fiable comme barrière. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que vous arrivez normalement à lire ce texte parce que votre cerveau, il fonctionne normalement et il vous démontre que la lecture n'est pas du tout un moyen fiable pour prévenir les erreurs médicamenteuses. On lit ce qu'on a envie de lire et donc ne faites pas confiance à votre cerveau ou à la lecture, en particulier en situation de stress ou de fatigue. Donc là, vous voyez, je vous ai lu le texte. Dans un avion, ils ont réfléchi à ça. Ils ont eu des crashs parce ils avaient appuyé sur le mauvais bouton au moment d'atterrir. Il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est descendre les roues, le train d'atterrissage. Et donc la forme du train d'atterrissage, ils ont dû y réfléchir. Et donc, ils n'ont pas été chercher très compliqué. Ils ont fait un truc simple. Ils ont pris la forme d'un train d'atterrissage et ils ont mis le bouton à un endroit où le pilote a vraiment l'impression de toucher le bout de l'avion, où se trouve justement le train avant. Pour les flaps, c'est une partie de l'aile qui s'étend et qui permet à l'avion d'avoir besoin que de 2 kilomètres de piste au lieu de 4 pour atterrir ou décoller. Donc c'est un bouton qui est très critique. Si vous oubliez le bouton, en gros, à la fin de la piste, vous rentrez dans la forêt ou l'immeuble qui est au bout de la piste et vous n'avez toujours pas décollé. Donc c'est un bouton qui est, pareil, hyper critique. Euh, Là, par exemple, il y a eu des Brésiliens, ils ont pris du carton, ils ont mis des couleurs, ils ont fait des pré-découpages comme dans une mallette pour jouets pour enfants, où il y a les marteaux, les tournevis, les machins, ou dans votre boîte à outils Ikea, ils ont créé des empreintes et en gros, ils ont fait en sorte que bah, on puisse pas mettre un médicament qui a un diamètre un peu trop grand dans un autre diamètre. Et puis, ils ont aussi ajouté des zones pour voir tout de suite s'il manque un médicament. Donc, ils ont amélioré aussi d'autres aspects qu'ils n'avaient pas imaginés, comme par exemple les péremptions, les choses comme ça. Donc ça, c'est typiquement de l'innovation frugale, low cost. On fait avec ce qu'on a sous la main et on essaye de faciliter ce qu'il faut faire et rendre compliqué ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça, c'est un peu la synthèse. Je vous ai présenté, on pourrait parler des heures, vous avez compris, le sujet est passionnant. Euh, je vous ai présenté un peu le contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Je vous ai décrit un peu le sujet de l'erreur, donc c'est vraiment quelque chose d'involontaire euh, entre ce qu'on doit faire et ce qu'on fait vraiment, mais qu'en fait, il y a tout un aspect systémique lié à ça, qu'on peut justement être dans un environnement de travail où on a intégré du design pour faciliter les choses et au contraire rendre très compliqué ce qui est dangereux. Et je donne un dernier exemple. Quand vous prenez l'avion, après avoir scanné votre carte d'embarquement, on ne vous laisse pas la possibilité d'aller dans un avion à gauche ou à droite.
vous suivez le toboggan, vous arrivez dans le bon avion. Le design a été pensé pour que vous ne puissiez pas vous tromper. Il y a eu des époques où, à un moment donné, il fallait à droite, à gauche, puis malheureusement, il y en avait, ils allaient dans l'avion qui partait pas dans la destination que vous aviez prévue. Donc ça, c'est vraiment le sujet. Mais pour ça, pour arriver à ça, c'est loin d'être trivial, même si a posteriori, quand on se dit waouh, le bouton du train d'atterrissage, ils ont pris un train d'atterrissage, en réalité, il y a une vraie réflexion ergonomique, enfin une vraie réflexion de facteur humain, où on va venir sur le terrain, comprendre l'activité du professionnel, comprendre les contraintes, les situations de travail, comprendre le collectif de travail, la culture du métier, et ensuite proposer des outils. Mais ces outils, ils sont innovés, ils sont créés avec les acteurs de terrain. Ils ne sont pas créés dans un monde théorique et ensuite descendant pour les implémenter. Ça ne marche pas. Et c'est vraiment ça, vraiment la philosophie de toutes ces approches que sont le design, l'ergonomie et toutes les démarches de psychologie du travail. Euh, c'est vrai que malheureusement, la culture humaine classique, elle a tendance à se focaliser sur ce qui marche pas, à regarder quand il y a un accident. Et au final, heureusement, les accidents dans une activité qui est pas très fiable, c'est par exemple un pour 1000. Ça veut dire qu'il y avait quand même 999 cas où ça s'est bien passé. Et donc, c'est un peu l'idée que je vous suggère, c'est de regarder quand même les 999 fois où bah, il n'y a pas eu d'accident. On n'a pas pris le temps d'analyser ce qui s'est passé. Mais en fait, ça vaudrait le coup de regarder qu'est-ce qui s'est bien passé dans les 999 fois et de le sanctuariser, de le protéger et dire, bah voilà, en fait, là, ça a bien marché parce que bah, il est venu plus tôt et c'était un hasard qu'il vienne plus tôt, mais en fait, sa présence était hyper utile ou il a laissé ça à tel endroit, c'était pas normalement prévu, mais en fait le fait d'avoir ce truc-là ici, bah, ça m'a beaucoup aidé, et du coup, bah, faut le sanctuariser, il faut le structurer. Je vous ai parlé un peu de l'ouvrage. Euh, donc ça, c'est un ouvrage collectif, hein, il y a plein de sujets associés à ce que je vous ai raconté. Il y a une association qui est un peu, voilà, une société savante en devenir, puisqu'elle édite des recommandations, elle produit des contenus, elle organise des colloques. Et le prochain d'ailleurs sera à Bordeaux le 13 juin. Il sera dédié au design, donc c'est aussi une super occasion cette année de travailler sur le sujet. Euh, voilà, il y a des recos. Je termine là-dessus, c'est ma petite photo philosophique pour laisser la main à Aude sur l'animation des questions-réponses. On a tendance à dire que l'humain est un peu le maillon d'une chaîne. Et moi, j'aime pas trop cette image parce que, bah, comme je vous ai dit, l'humain, il est faillible. Il peut être stressé, fatigué, il peut être confronté à des biais cognitifs. Et donc, moi, j'aime pas trop l'image de dire que l'humain est le maillon d'une chaîne. En plus, je trouve que c'est un peu péjoratif. Je préfère considérer que l'humain a besoin de la chaîne et qu'en fait, l'humain tient les deux bouts de la chaîne, les deux extrémités et qu'il a besoin que les maillons soient vraiment hyper solides. Et pour qu'ils le soient, en fait, pour moi, les maillons, c'est justement toutes les innovations, les outils, les façons de s'organiser, les checklists, la communication opérationnelle, tout ce qu'on va mettre autour des deux humains qui ont besoin justement de travailler ensemble et quelque part de tenir une chaîne qui, entre eux, va être indestructible parce que bah, l'ensemble des maillons s'entrechevêtrent parfaitement. C'est un peu ma philosophie, mais c'est pour dire que, en fait, c'est ça le sujet. C'est pas l'humain, c'est pas sur l'humain qu'il faut qu'on construise l'idée d'une infaillibilité, c'est sur les méthodes qu'il y a autour, pour que justement l'humain soit pas mis en défaut, quoi. Voilà. Donc c'était un peu l'idée. J'espère que ça répondait au titre que tu avais mis, Aude, et puis voilà, je suis à votre disposition maintenant pour échanger. Merci beaucoup François. Et oui, oui, évidemment que ça répond et c'est toujours passionnant de t'écouter. Parler à la fois facteur humain et innovation frugale. Et je trouve que c'est des exemples qui sont très parlants, on voit vraiment la simplicité de l'objet en lui-même, mais pourtant l'impact très fort que ça peut avoir. Et là, en plus, on parle d'erreur médicale, on parle d'enjeux littéralement de vie ou de mort. Donc ça illustre vraiment bien ce que j'avais envie de partager avec la communauté de l'hôpital aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Et moi, je rebondis sur un tout petit point que tu as dit à la fin sur les avions, le risque de se tromper d'avion. Parce que ça m'a fait penser que la SNCF aujourd'hui n'a pas mis ça en place. Et moi, il n'y a pas longtemps, je suis montée dans un train en direction du Pays Basque alors que je voulais rentrer à Nantes. Et heureusement que, ils le disent tout haut et j'ai eu le temps de ressortir du train. Mais tu vois, ça m'a fait penser à ça.
Bah, Euh, c'est vrai qu'ils font partir, mais il faut qu'ils travaillent dessus, mais il arrive parfois que deux trains sur le même quai, enfin, c'est-à-dire ouais. 16 et 17, partent au même horaire, et faire monter plein de gens sur deux quais contigus, c'est un risque. Effectivement, et il y a pas longtemps, j'ai vu un mec descendre de mon train parce qu'il avait fait la même erreur. Bref, il nous reste quelques minutes pour vos questions, si vous en avez. Là, vraiment, je vous invite à allumer votre caméra si vous voulez, et votre son, surtout pour poser vos questions si vous le souhaitez. À 13h30, ensuite, on restera uniquement avec les apprenants de la formation, puisqu'on a aussi une demi-heure dédiée d'échange au sein de la promo. Donc pour pour toutes les questions que vous aurez pour François, bah, il nous reste là 8 minutes. Donc profitez-en. On n'a pas tous les jours accès à ce type d'expertise comme ça à portée de main, donc profitez-en. Vous pouvez aussi les poser dans le chat si vous êtes plus timide et que vous ne voulez pas allumer votre micro. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez des questions? Alors, en attendant peut-être que d'autres posent des questions, est-ce que tu constates beaucoup de résistance, toi, dans la mise en place de ce type de solution? Je sais pas, par exemple, quand tu proposes aux personnes d'écrire leur nom sur leur calo, comment est-ce qu'elles réagissent? Comment est-ce qu'on convainc aussi de faire adopter ce type d'innovation? Parce que comme parfois ça a l'air d'être tout bête, est-ce que les gens peuvent te dire, bah ça sert à rien, En, c'est en fait, c'est pas rocket science, donc pourquoi on le ferait? Comment est-ce que les gens réagissent? En fait, sur le calot, par exemple, c'est un bon exemple. Donc, le calot, pour ceux qui connaissent pas, en fait, dans certains endroits de l'hôpital, on est obligé de porter un calot pour des questions d'hygiène. La difficulté, c'est que enfin, il y a des blocs assez importants où on ne se connaît plus. Et donc, on a, euh, on a eu l'idée de mettre son nom, sa fonction, qui était d'ailleurs un des points de la checklist. OMS qui a disparu avec la checklist HAS dans les premières versions. Et en fait, ce qui est compliqué dans ce type d'innovation, bon, ça coûte pas grand-chose et ça donne de l'info puisqu'on met de l'info dans un objet et c'est un peu comme une télécommande de télé. Je pense que personne n'a eu un jour l'idée de se dire je vais apprendre par cœur tous les boutons de ma télécommande de télé. Vous avez sur le bouton l'info de ce que fait le bouton. Donc voilà, alors je dis pas qu'on est des boutons de télécommande de télé au bloc, mais quand on est dans une réanimation et qu'on dit il faut chercher le défibrillateur, personne va chercher le défibrillateur. Si je dis Aude va chercher le défibrillateur, bah, elle va y aller parce qu'elle a entendu son prénom. Et le problème c'est que moi j'ai pas forcément Aude en tête qui va me venir, surtout si je l'ai pas vue depuis 6 mois, qu'en plus avec le stress. Je vais avoir du mal à mobiliser peut-être ce genre d'infos parce que j'ai pas la mémoire des prénoms. Donc voilà, ça aide. Et là, en fait, typiquement, la difficulté, c'est une difficulté culturelle. Moi, au début, j'ai commencé à mettre ce calot il y a maintenant plus de 10 ans. Et au début, on se moquait un peu de moi, mais c'était plutôt rigolo, ça faisait rire les gens. Et je trouvais ça plutôt amusant. Mais pour moi, c'était plutôt cool parce que, en fait, je me suis fait beaucoup plus vite intégrer par les équipes. Vu qu'il me connaissait et qu'en plus il m'appelait François toute la journée. Donc pour moi c'était hyper agréable parce que c'était pas demande à l'interne, demande à machin. Donc là c'était salut François, tu vas bien? Et donc en plus les gens souriaient parce qu'ils trouvaient ça drôle. Maintenant c'est vrai que c'est pas un réflexe puisque pas mal de gens m'ont demandé comment je m'appelais et donc je leur disais bah tu vois c'est écrit ici. Ah ouais c'est sympa machin. Donc je pense qu'il y a un sujet de culture. Euh, et quand bien même je l'ai montré à des gens qui l'ont utilisé au début, en fait, si c'est pas installé de manière institutionnelle, que c'est pas ancré dans la culture, en fait, c'est compliqué à implémenter dans la durée. Et en fait, on n'est pas du tout en santé dans une culture de je commence ma journée par briefing, dans lequel on se présente, on dit voilà, je suis un peu fatigué aujourd'hui, mon fils a la gastro, j'ai mal dormi, ok, très bien. On va veiller sur toi, tu es à risque de faire des erreurs. On est une équipe, t'en fais pas, on veille sur toi. Enfin, on sait que tu vas faire plus de conneries, mais on est derrière. Ça, il n'y a pas du tout cette culture. Et qui plus est, voilà, se présenter. Moi, je travaille avec des gens. Plusieurs fois, j'ai cru que c'était l'industriel de Medtronic qui venait montrer le bistouri, le nouveau bistouri au chirurgien.
En fait, c'était une ibode, je la connaissais pas, c'était une intérimaire. Donc il y a vraiment ce problème de se présenter qui est pas dans les cultures. Donc ça, quand c'est fait, quand il y a un exemple qui est montré par le chirurgien, que c'est fait régulièrement, etc., que ça s'instruit, bon, ça vient. Donc c'est vraiment important euh, pour ce type d'innovation, mais pour les autres aussi, que les acteurs du terrain soient formés, convaincus et que ça réponde aussi à un besoin. Alors après, le Calo, ça répond aussi à plein d'autres besoins écologiques, expérience patient, il y a d'autres sujets, mais c'est vrai que c'est des difficultés qui sont d'ordre culturel. On peut avoir un lieu, par exemple Necker, ils ont tous un Calo nominatif grâce à Barbara 4 qui en a acheté pour tout le bloc dans le cadre d'un appel. Donc pour eux, voilà, ça fait partie des normes et ils ont tous le Calo. Mais il suffit qu'un des médecins de Necker se retrouve, je sais pas moi, Robert Debré, bah, il va être un peu décoiffé parce que personne n'en a, quoi. Enfin, décoiffé, façon de parler. Donc voilà, c'est très lié au contexte, en fait. C'est lié à la culture. Ben, merci beaucoup. Mais c'est intéressant quand tu parles là du fait que les gens connaissent ton prénom, ça crée aussi de la convivialité. Il y a souvent aussi quand même des impacts un peu indirects positifs de ce type de réflexion, d'innovation où on pense aussi le travail en équipe. Ça me fait penser à un projet que ma mère avait porté quand j'étais ado, ça remonte, de trombinoscope. Donc elle travaillait, donc ma mère elle était infirmière quête de santé, elle est à la retraite maintenant. Et elle travaillait en pédiatrie et elle avait mis en place un grand trombinoscope à l'entrée du service. Mais vraiment très bricolé, papier, avec les photos imprimées des différents professionnels, avec leur prénom et leur métier. Et c'est vrai que en fait, c'était assez impressionnant de voir les réactions. Moi, j'étais venue filmer des témoignages pour l'aider à postuler pour un appel à projet. Bref, et en fait, les gens, enfin moi, ça me paraissait pas grand-chose, un gros bout de carton, et puis les gens réagissaient de manière assez forte en disant mais c'est génial, du coup je peux enfin remercier l'aide-soignante qui prend soin de mon fils depuis 2 mois, ah mais enfin j'arrive à distinguer toutes ces blouses blanches où je savais pas trop qui était qui, et même au sein de l'équipe bah, c'est très valorisant d'être mis en photo et d'être mis en avant en fait d'une certaine manière. Donc bref, ça me fait penser à ça et c'est aussi un autre exemple d'innovation frugale qui m'a pas mal marqué à l'époque. Eh bien, en tout cas, je vais dire merci à toutes les personnes qui étaient présentes ce midi d'avoir suivi ce webinaire. Si vous voulez suivre les suivants, bah, suivez l'hôpital sur LinkedIn, la newsletter, etc., puisqu'on en organise régulièrement. Donc, vous êtes évidemment bienvenus pour les prochains. Et puis, si vous voulez approfondir un peu plus cette notion du design thinking, eh bien, la formation Design Thinking Santé qui est ouverte aux inscriptions en ce moment avec une prochaine promo qui démarre début septembre. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'infos à ce sujet. Et puis je vais vous souhaiter une très belle après-midi. Merci Marie pour les messages. Je vois des messages qui passent dans le chat. François, on te dit que c'était passionnant. Céline dit que c'est difficile d'identifier les dysfonctionnements quand chacun est dans son tunnel d'habitude. Tout à fait, Céline. Et c'est aussi pour ça que les méthodos design thinking permettent de faire de l'observation, de faire des entretiens, de faire des questionnaires. Il y a plein d'outils qui permettent justement d'étudier les besoins. Et c'est une grosse, grosse partie du travail et c'est une partie des outils qu'on propose dans la formation. Je vais peut-être finir là-dessus d'ailleurs, si tu permets, Aude. En fait, c'est exactement l'objet des démarches facteurs humains. En fait, et je m'arrête là-dessus, c'est le dernier concept que je lance, mais l'hôpital n'est pas un système compliqué comme un moteur de voiture où en gros on peut... Un système compliqué, c'est un système où il y a beaucoup de pièces mais qu'on peut éclater et sur lequel on peut étudier toutes les pièces, les optimiser, les rendre plus solides, plus performantes, plus résistantes à la chaleur et tout recombiner et on a un système plus performant. Ça, c'est un moteur de voiture. C'est pas ça à l'hôpital. Et le bloc opératoire ou les urgences, enfin toutes les activités de soins non programmés par exemple, ça peut pas être ça. Et en fait, c'est ce qu'on appelle plutôt des systèmes complexes dans lesquels on a aussi beaucoup de composants, mais avec des interactions entre elles qui sont dynamiques. Quand on les connaît, c'est une erreur de penser qu'on va les connaître pour la suite parce que c'est des interactions qui vont varier dans le temps. Et donc, c'est vraiment un système complexe, presque au sens mathématique du terme. Et là, en fait, les approches rationalisantes qui consistent à optimiser, voilà, diminuer les temps de pause parce que c'est pas des temps productifs et autres, c'est des vraies erreurs parce qu'en réalité, c'est justement dans les temps de pause
que les gens vont prendre le temps de discuter, de faire un retour d'expérience informel, de dire, tiens, là, un tel patient n'est pas venu, du coup, j'ai récupéré une boîte qui peut être utile pour un patient qui n'était pas programmé, mais qui vient en urgence et qu'on réutilise. Tiens, là, il y a un problème à l'AST, il y a une machine qui est tombée en panne, hop, on annule le patient de ce soir parce qu'en fait, on va être en manque de boîte et on va faire une anesthésie gratuite pour rien. Et ça, c'est ces temps-là qu'il faut vraiment valoriser et de manière plus générale, des temps d'équipe où on va faire justement des démarches de design thinking comme vous faites là. Donc voilà, c'est vraiment une approche, c'est se donner du temps parce que si on est tout le temps dans le guidon, on ne voit pas ces sujets. On ne peut pas les aborder, on ne peut pas les traiter. Voilà. Merci beaucoup, François. Et Merci. c'est la transition pour toi maintenant. Ouais, là du coup, on va passer à la partie qui est réservée aux apprenants. À Euh, bientôt. bon, merci encore François, merci à tous Avec et plaisir. passez une bonne journée en espérant que ça vous aura inspiré et donné des nouvelles idées.